Ma fille s'est mariée sans m'inviter au mariage, mais elle voulait que je lui donne ma maison de plage. Si cette histoire touche votre cœur et que vous ressentez comment l'injustice peut parfois triompher, mais que la vraie dignité finit par l'emporter, alors laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre soutien signifie tout pour moi. Je m'appelle Pierre Dubois, et j'ai 64 ans. Je vis à Lyon, dans une modeste maison du 7e arrondissement que j'ai pu m'offrir après 42 ans de dur labeur comme électricien. Mais cette histoire ne commence pas à Lyon. Elle commence par une photo sur Facebook, une photo qui a changé ma vie à jamais. C'était un matin gris de mars 2024, un jeudi. J'étais assis dans ma petite cuisine, buvant mon premier café de la journée et parcourant distraitement mon téléphone. La routine matinale d'un homme qui vit seul depuis la mort de sa femme il y a 5 ans. Soudain, mon doigt s'est arrêté. Il était là, une photo de mariage. Un beau couple en habit blanc, entouré de visages souriants, dans une mairie élégante que je ne reconnaissais pas. La mariée était ma fille Camille. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. La date de la publication était de la veille, mercredi 13 mars. Le texte en dessous, le plus beau jour de notre vie. Merci à tous ceux qui ont partagé ce moment spécial avec nous. 2 cœurs #Just marié #LoveWins #NewChapter. Je fixais cette photo en essayant de comprendre ce que je voyais. Ma fille unique, ma chair et mon sang, s'étaient mariés. Et je l'avais appris par Facebook. Comme un étranger. Comme quelqu'un qui tombe par hasard sur la vie d'autres personnes. Je connaissais l'homme à côté d'elle. Julien Monclerc, 29 ans, fils d'une famille aisée du 16e arrondissement de Paris. Camille l'avait rencontré il y a 2 ans quand elle travaillait comme graphiste pour son agence de communication. Un bel homme aux dents parfaites et au costume coûteux. Je l'avais rencontré plusieurs fois et je le trouvais superficiel. Mais Camille était amoureuse. Les 2 dernières années n'avaient pas été faciles. Après la mort de ma femme Sylvie, Camille était devenue plus distante. Nos dîners hebdomadaires étaient devenus mensuels, puis occasionnels. Ses appels se faisaient plus rares. J'attribuais cela à son deuil, elle aimait beaucoup sa mère. Mais maintenant, en regardant cette photo de mariage, je comprenais que c'était plus que cela. Elle m'avait rayé de sa vie. Systématiquement. Délicatement. Comme on retire une vieille photo d'un cadre. Je fis défiler les commentaires. Des dizaines de félicitations. Amis, collègues, parents éloignés, tous semblaient être au courant. Tous sauf moi. Son père. Magnifique, écrivait sa tante Isabelle. Vous avez l'air si heureux. Enfin, commentait un ancien camarade de classe. Il était temps. Quelle surprise, écrivait un collègue. Une si belle cérémonie intime. Cérémonie intime. C'était le coup de poignard. Ce n'était pas une décision spontanée. C'était planifié. Organisé. Et j'avais été délibérément exclu. Je cliquai sur les autres photos qui avaient été postées. Il y avait la mère de Julien, élégante dans un tailleur bleu d'Hermès qui coûtait au moins 3000 €. Son père portait un costume sur mesure et une Rolex en or que j'avais remarqué lors de nos rares rencontres. Les invités ressemblaient à un catalogue de mode de luxe, parfaitement coiffés, vêtus cher, avec un sourire qui respirait l'argent. Puis je vis quelque chose qui glaça mon sang. En arrière-plan d'une photo, je reconnus Madame Leroux, l'ancienne voisine de Camille de son appartement d'étudiante. Et là, il y avait aussi son cousin Michel de Marseille, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Même son ancien patron de l'agence de pub était là, un homme que Camille avait un jour qualifié de « prétentieux arrogant ». Ils avaient invité tout le monde. Chacun. Sauf moi. J'agrandis la photo de la mairie. C'était la mairie du 16e arrondissement de Paris, le quartier le plus chic de la capitale. Bien sûr. Julien habitait là dans un appartement haussmannien qui appartenait à son trust familial. Ou du moins, c'est ce qu'il m'avait dit quand je l'avais rencontré pour la première fois.
La cérémonie avait eu lieu à 14 heures, au meilleur moment de la journée, avec une lumière parfaite pour les photos. Ensuite, ils avaient célébré au Le Bristol, l'un des restaurants les plus chers de Paris. Un dîner là-bas coûtait au moins 300 € par personne. Avec environ 40 invités, cela représentait 12 000 € rien que pour le repas. Qui avait payé cela? Camille gagnait environ 4 200 € bruts par mois comme graphiste. Après impôts, il lui restait peut-être 3 000 €. Elle ne pouvait pas se permettre un mariage à 25 000 € avec ce salaire. Julien prétendait être prospère, mais je n'avais jamais entendu de chiffres concrets. Je l'appelai. Le téléphone sonna et sonna jusqu'à ce que la messagerie se déclenche. « Salut, c'est Camille. Je ne peux pas répondre maintenant, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai. » La voix sonnait joyeuse, insouciante. Comme la voix d'une femme qui venait de vivre le plus beau jour de sa vie. Une voix sans culpabilité, sans remords. Je ne laissai pas de message. Qu'aurais-je pu dire? Félicitations pour le mariage dont je ne savais rien. Merci de m'avoir exclu du jour le plus important de ta vie. Au lieu de cela, je restai assis dans ma petite cuisine et regardais les photos sur le mur. Camille bébé dans mes bras, quelques heures seulement après sa naissance. Sylvie avait eu un accouchement difficile, et j'étais celui qui avait tenu Camille pour la première fois. Ses petits doigts s'étaient refermés autour de mon pouce, et à ce moment-là, j'avais juré que je ferais tout pour elle. Il y avait la photo de son premier jour d'école. J'avais quitté le travail plus tôt pour être là. Camille dans sa nouvelle robe bleue, avec un cartable presque aussi grand qu'elle. Elle avait pleuré parce qu'elle avait peur, mais j'avais tenu sa main et lui avais promis que je viendrais la chercher tous les jours. Une autre photo montrait Camille lors de son baccalauréat. Elle avait eu une mention très bien. Sylvie était déjà morte, mais j'étais si fier que j'aurais pu exploser. Après la cérémonie, Camille m'avait embrassé et dit « Merci, papa. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. » Et maintenant ceci. Un mariage sans son père. L'homme qui l'avait élevée, qui avait été là pour elle quand sa mère était morte. Qui avait payé son loyer quand elle venait de commencer à travailler. Qui avait réparé sa voiture quand elle n'avait pas d'argent pour le garage. La journée s'éternisait. J'essayais de travailler, mais mes mains tremblaient en installant les câbles. Mon collègue Bernard le remarqua. « Pierre, tout va bien ?» demanda Bernard pendant la pause déjeuner. Nous étions assis dans notre petite salle de repos, mangeant nos sandwichs et buvant du café de nos thermos. « Ma fille s'est mariée, dis-je. C'est merveilleux. Félicitations. Quand a lieu la fête? La fête était hier. Je n'étais pas invité. Bernard s'étouffa avec son café. Quoi? Je lui racontai toute l'histoire. Bernard connaissait Camille depuis son enfance, elle venait souvent avec moi sur les chantiers quand je ne trouvais personne pour s'occuper d'elle. Ce n'est pas possible, dit Bernard en secouant la tête. Camille ne ferait jamais ça. Il doit y avoir un malentendu. Aucun malentendu, dis-je en lui montrant les photos Facebook sur mon téléphone. Il y a 40 invités. Toutes sortes de gens. Sauf son père. Bernard fixa les images. Ce type, dit-il en pointant Julien. Il ressemble à un de ses fils à papa prétentieux du 16e. Il a probablement honte de nous, les ouvriers. J'avais pensé la même chose, mais l'entendre rendit la douleur encore plus vive. Tu sais quoi, Pierre, dit Bernard en posant sa lourde main sur mon épaule. Ma fille n'est peut-être pas la plus intelligente, mais elle ne m'exclurait jamais de son mariage. La famille, c'est la famille. Le reste de la journée, je travaillais mécaniquement. Nous installions un nouveau système d'éclairage dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Un travail normal que je faisais depuis 40 ans. Mais mes pensées étaient ailleurs. Je pensais au jour où Camille avait eu 12 ans. Sylvie n'était morte que depuis 3 mois, et Camille avait refusé de fêter son anniversaire. Sans maman, ce n'est pas pareil, avait-elle dit.
Alors nous avions célébré juste tous les deux, avec un gâteau fait maison et 2 bougies. Une pour elle, une pour Sylvie. Camille s'était appuyée contre mon épaule et avait dit, « Papa, est-ce que ça redeviendra normal un jour? » « Non, avais-je répondu. Mais nous trouverons une nouvelle normalité. Ensemble. Maintenant, j'étais assis dans le même salon et je me demandais où j'avais perdu ma fille. Quand étais-je passé de son protecteur à son obstacle? La réponse me vint dans les jours suivants, quand je commençai à reconstruire les 2 dernières années. Je me souvenais de petits changements qui ne m'avaient pas frappé à l'époque. Il y avait ce soir il y a 1 an, quand Camille était venue dîner. J'avais fait un coq au vin, son plat préféré, que Sylvie cuisinait toujours. Mais Camille avait à peine touché à son assiette. « Ça ne te plaît pas ?» avais-je demandé. « Si, bien sûr. Mais Julien et moi, nous mangeons végétalien maintenant. » Végétalien. Du jour au lendemain. Sylvie et moi avions élevé Camille avec la cuisine traditionnelle française, coq au vin, bœuf bourguignon, cassoulet. Soudain, tout cela était mal. Où ce Noël 2022, il y a 1 an et demi? Camille était venue de Paris pour passer les fêtes avec moi, comme nous le faisions depuis la mort de Sylvie. J'avais décoré le sapin avec nos vieilles boules de Noël dorées et argentées, celles que Sylvie collectionnait depuis notre mariage. J'avais préparé le traditionnel réveillon lyonnais, chapon au marron, gratin dauphinois, salade de mâche aux noix, et la bûche pâtissière de chez Sèvres, notre boulangerie de quartier. Mais Camille n'était restée que 2 heures. 2 heures surtout un réveillon de Noël. « Je suis désolée, papa », avait-elle dit en regardant constamment son téléphone. Mais la famille de Julien organise aussi un dîner de réveillon. Oh Georges V. C'est très important pour lui que j'y sois. Tu comprends, n'est-ce pas? Le Georges V. L'un des palaces les plus prestigieux de Paris. Bien sûr que c'était plus important qu'un réveillon avec son père dans une petite maison de banlieue lyonnaise. Mais nous avons toujours fêté Noël ensemble, avais-je dit, incapable de cacher ma déception. Depuis que ta mère. Je sais, papa. Mais maintenant, j'ai une nouvelle famille aussi. Il faut que je partage mon temps. Une nouvelle famille. Les mots m'avaient frappé comme une gifle. Moi qui l'avais élevé seul pendant 15 ans, qui avait été son père et sa mère à la fois, j'étais devenu l'ancienne famille. Celle qu'on visite par politesse, rapidement, avant de rejoindre la vraie famille, la nouvelle, la prestigieuse. Et puis il y avait les vêtements. Camille avait soudain commencé à porter des marques que je ne connaissais même pas. Des sacs Céline à 1500 €. Des chaussures Christian Louboutin à 800 €, je les reconnaissais à leurs semelles rouges caractéristiques. Des bijoux Cartier qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. Un jour, j'avais osé poser la question, « Ma chérie, comment tu fais pour t'offrir tout ça avec ton salaire? » Elle avait eu un petit rire gêné. « Oh, tu sais, papa, j'ai eu des primes. Et puis Julien m'aide parfois. Il dit qu'une femme doit être bien habillée pour réussir professionnellement. Julien m'aide parfois. » Un homme de 29 ans qui offrait des cadeaux de plusieurs milliers d'euros à sa petite amie. Cela aurait dû déclencher toutes mes alarmes paternelles. Mais j'avais choisi de croire que Julien était généreux, qu'il aimait ma fille, qu'il voulait la rendre heureuse. Maintenant, je comprenais. Camille était devenue une femme entretenue sans même s'en rendre compte. Il m'aide parfois. Un homme de 28 ans qui offrait des cadeaux coûteux à sa petite amie. Cela aurait dû m'alerter. Mais le plus révélateur était son comportement la dernière fois qu'elle était venue ici. C'était en février, seulement 1 mois avant le mariage. Elle avait passé tout son temps à regarder son téléphone, à écrire des messages, à téléphoner. « À qui écris-tu » avais-je demandé. « Juste des amis, papa. »« Du travail. » Maintenant je comprenais. Elle planifiait son mariage. Pendant que je cuisinais le dîner et essayais de passer du temps avec ma fille, elle choisissait des fleurs, envoyait des invitations, réservait des restaurants.
Pour un mariage auquel je n'étais pas invité. La colère vint lentement, comme une fièvre qui monte. Pas la colère chaude et explosive, mais le type de colère froide et calculée qui mène aux décisions. Le téléphone sonna. C'était elle. Papa. J'ai vu que tu avais appelé. Sa voix sonnait joyeuse, innocente. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il était normal que son père apprenne son mariage par Facebook. Camille. Je ne savais pas par où commencer. J'ai vu la photo. Une courte pause. Quelle photo? Ta photo de mariage. Sur Facebook. Encore une pause, plus longue cette fois. Ah oui. Ça. Ma voix devint plus forte que je ne le voulais. Tu te maries et tu dis juste ça. Papa, calme-toi. C'était juste une petite cérémonie. Très intime. Seulement les amis les plus proches. Je ne suis pas ton ami le plus proche, Camille. Je suis ton père. C'était très spontané, dit-elle rapidement. Nous ne voulions déranger personne. Les parents de Julien n'étaient pas là non plus. C'était un mensonge. Je pouvais clairement reconnaître les parents de Julien sur les photos. Sa mère dans son tailleur bleu coûteux, son père avec sa Rolex en or. Ils souriaient fièrement à l'appareil photo, comme des parents au mariage de leur fils. Camille, j'ai vu les photos. Je vois ses parents. Je vois toute sa famille. Je vois tes amis. Je vois tes collègues. Je vois même des gens que tu n'as pas vus depuis des années. Je vois tout le monde, sauf ton propre père. Papa, s'il te plaît, ne fais pas de scène maintenant. Nous venons de rentrer de notre voyage de noces. Ne peut-on pas simplement être heureux? Voyage de noces. Ils avaient aussi fait un voyage de noces. Pendant que je pensais qu'elle était simplement occupée avec le travail, ils étaient en lune de miel. Où étiez-vous? Demandai-je, bien que je ne veuille pas vraiment le savoir. Aux Maldives. Julien nous a réservé une magnifique villa sur pilotis. Avec piscine privée et service de majordome. Maldives. Villa sur pilotis. Service de majordome. Cela coûtait au moins 15 000 € par semaine. Pour 2 semaines, c'était 30 000 €. Plus que ce que je gagnais en une année. Comme c'est merveilleux pour vous, dis-je sèchement. C'était comme un rêve. Nous avions des massages tous les jours, nous avons nagé avec les dauphins, nous avons eu des dîners privés sur la plage au coucher du soleil. Elle me racontait avec enthousiasme sa lune de miel, comme si j'étais un ami avec qui elle partageait ses expériences de vacances. Pas son père, qui venait d'apprendre qu'il avait été exclu de son mariage. Papa, ne sois pas comme ça, m'interrompit-elle. Je sais que tu es blessé, mais... Blessé? Je l'interrompis. Camille, tu t'es mariée sans me dire un mot. Tu es partie en voyage de noces qui coûte plus que mon salaire annuel. Blessé est un terme faible pour ce que je ressens. Je suis désolé, dit-elle, mais sa voix ne sonnait pas comme si elle le pensait vraiment. Elle semblait impatiente, comme si j'étais un problème ennuyeux qu'elle voulait régler. Nous pourrons en parler plus tard. Je voulais t'appeler pour autre chose en fait. Mon cœur s'effondra. Bien sûr. Elle n'appelait pas pour s'excuser ou expliquer la situation. Elle voulait quelque chose. C'était la vraie raison de son appel. Quoi donc? Eh bien, Julien et moi, nous avons parlé de l'avenir. De nos projets, tu sais? Et nous pensions, eh bien, tu sais que nous travaillons tous les deux très dur et qu'il serait agréable d'avoir un endroit où nous pourrions nous détendre. Où nous pourrions inviter des amis, des partenaires commerciaux. Quelque chose de représentatif. J'attendis. Mon estomac se noua car je pressentais ce qui allait venir. La maison de plage à Saint-Tropez. Tu ne l'utilises presque plus, n'est-ce pas? Depuis que maman est morte, tu y es peut-être allé 10 fois. Nous pensions que peut-être tu pourrais nous la transférer? Comme cadeau de mariage?
Ce serait parfait pour nous. Les mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. La maison de plage. L'endroit où Sylvie et moi voulions réaliser nos rêves. L'endroit où nous voulions passer notre retraite. L'endroit où Camille et moi avions passé tant de beaux week-ends après la mort de Sylvie. Elle voulait simplement l'avoir. Comme cadeau de mariage. Pour un mariage auquel je n'étais pas invité. Camille, dis-je lentement en essayant de garder ma voix calme, tu te maries sans m'inviter. Tu pars en voyage de noces sans même me dire que tu t'es marié. Et maintenant tu m'appelles et tu veux ma maison. Ce n'est pas comme tu le penses, dit-elle rapidement. Nous en prendrions bien soin. Mieux que toi, honnêtement. Tu la laisses se dégrader. La gouttière pend, le jardin est envahi par les mauvaises herbes. Nous la rénoverions, la rendrions belle à nouveau. Et tu pourrais venir quand tu veux. Ce serait toujours ta maison, juste à nos noms. À vos noms. Oui, à cause des impôts et tout ça. Le conseiller fiscal de Julien a dit que ce serait mieux. Moins compliqué pour tout le monde. Le conseiller fiscal de Julien. Bien sûr. Ils avaient déjà tout calculé. Pendant que je ne savais même pas qu'elle était mariée, ils avaient déjà fait des plans pour ma propriété. Ils avaient calculé combien d'impôts ils pourraient économiser. Ils avaient discuté de la façon dont ils pourraient se partager l'œuvre de ma vie. Je dois y réfléchir, dis-je. Bien sûr. Prends ton temps. Mais pas trop de temps, d'accord? Nous aimerions vraiment nous y installer cet été. Julien a déjà fait des plans pour une grande terrasse. Et un jacuzzi. Ce sera magnifique. Une grande terrasse. Un jacuzzi. Il voulait transformer l'endroit où Sylvie et moi nous promenions en station balnéaire de luxe. Je te rappellerai, dis-je et raccroché. Je restai assis dans le silence de ma cuisine et essayai de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fille, la petite fille que j'avais élevée seule après la mort de Sylvie, venait de m'appeler pour réclamer ma maison. Pas pour demander. Pour réclamer. Comme si c'était son droit. Je me levai et allai à l'armoire de cuisine. Là, dans une vieille boîte à chaussures, je gardais tous les documents importants. Papier d'assurance, contrat et tout au fond, l'acte de propriété de la maison de plage. Je l'avais acheté en 2015, 4 ans après la mort de Sylvie. C'était un achat impulsif, déclenché par une annonce dans le journal. Charmante maison de plage à Saint-Tropez, à rénover, vue mer, 580 000 €. Sylvie et moi avions souvent rêvé d'avoir une petite maison au bord de la Méditerranée. Quand nous serons vieux, disait-elle, nous achèterons une petite maison au bord de la mer. Avec un jardin où je pourrai cultiver des roses. Et tu bricoleras dans ton atelier. Quand j'ai vu l'annonce, je n'ai pas pu résister. J'ai investi toutes mes économies, 580 000 €, plus 120 000 € pour la rénovation. Pendant 5 ans, j'ai passé tous les week-ends là-bas, j'ai réparé le toit, refait l'électricité, poncé les planchers. Camille venait souvent avec moi. Elle avait 18 ans quand j'ai acheté la maison. Au début, elle se plaignait, « Papa, c'est si ennuyeux. » Mais petit à petit, elle avait pris goût. Elle m'aidait à peindre, travaillait dans le jardin. Le soir, nous nous asseyions sur la petite terrasse, mangions des pain bagna et parlions de tout et de rien. Papa, avait-elle dit une fois, quand je serai grande, j'amènerai mes enfants ici. Alors ils pourront connaître la plage, comme moi. Mes enfants. Ses futurs enfants. Mes petits-enfants. J'avais imaginé leur apprendre à nager, construire des châteaux de sable avec eux, leur expliquer les noms des oiseaux, comme je l'avais fait avec Camille. Maintenant, elle voulait la maison pour elle et son mari. Pour les partenaires commerciaux et la représentation. Pour les jacuzzis et les grandes terrasses. Je remis l'acte dans la boîte et décidai d'en apprendre plus sur Julien. Si Camille ne me disait pas la vérité, je la découvrirais moi-même. Les jours suivants, je passais du temps à faire des recherches sur Internet.
Julien Monclerc n'était pas difficile à trouver, il avait des profils sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Sa page LinkedIn le montrait comme associé junior dans une agence de communication appelée Créative Solutions Paris. L'agence avait un site web brillant avec d'impressionnantes références clients, LVMH, L'Oréal, Renault. Mais quelque chose clochait. En regardant de plus près, je remarquai que la plupart des projets n'étaient que des concepts, pas des campagnes réalisées. Les logos clients semblaient copier d'autres sites web. J'appelai un vieil ami, François Moreau, qui travaillait dans une grande agence de publicité à Paris. « François, connais-tu une agence appelée Créative Solutions Paris ?» « Jamais entendu parler, » dit François immédiatement. « Et je connais presque toutes les agences de Paris. » « Comment s'appellent les dirigeants? » Je lui donnai le nom de Julien. « Attends un peu, » dit François. « Monclerc. »« Julien Monclerc? » Environ 28 ans, beau gosse, conduit une Porsche blanche. Ça pourrait correspondre. Pierre, tiens-toi loin de lui. Il a une réputation épouvantable dans l'industrie. Il a été viré de Publicis il y a 2 ans pour fraude. Il a détourné l'argent des clients. Mon sang se glaça. Tu es sûr? Absolument. C'était un énorme scandale. Sa famille a étouffé l'affaire, ils ont remboursé l'argent et fait en sorte qu'aucune plainte ne soit déposée. Mais depuis, il ne trouve plus de travail dans une agence sérieuse. Après cette conversation avec François, j'étais déterminé. Je n'allais pas simplement donner ma vie. Je découvrirais ce qui se passait vraiment. Et je prendrais une décision basée sur la vérité, pas sur le chantage émotionnel. Le lendemain matin, j'appelai mon vieil ami Claude. Claude Renault était détective privé avant de prendre sa retraite. Nous avions servi ensemble dans l'armée, il y a 40 ans, à l'époque du service militaire. « Pierre, » dit-il en entendant ma voix. « Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Comment va la vie de veuf? » « Pas bien, Claude. J'ai besoin de ton aide. » Je lui racontai toute l'histoire. Le mariage, la maison de plage, mon sentiment que quelque chose n'allait pas. Claude écouta sans m'interrompre. « dit Claude pensivement. Ça sonne louche. Pourquoi veut-elle tant cette maison? A-t-elle des problèmes financiers? Je ne sais pas. Elle n'en a pas l'air. Mais son mari, il y a des rumeurs. Laisse-moi faire quelques recherches. Je connais encore quelques personnes à la police qui peuvent m'aider. Et dans quelques banques. Donne-moi une semaine. Pendant que Claude enquêtait, j'observais méthodiquement Camille sur les réseaux sociaux. Ses posts Instagram des derniers mois racontaient une histoire qui me glaçait le sang. Une vie de luxe effrénée qui ne correspondait en rien à ses revenus réels. Photos de brunch au Meurice à 85 € par personne. Week-end à Deauville au Royal Barrière, où les chambres coûtent 400 € la nuit minimum. Shopping chez Galeries Lafayette avec des sacs Hermès, Chanel, Dior. Des bijoux Cartier qui valaient plus que ma voiture. Des voyages à Rome, Madrid, Londres, toujours en business class. Chaque photo était accompagnée de hashtags révélateurs, #blessed, #livingmebestlife, #grateful, #luxurylifestyle, #princesslife. Princess Life. Ma fille, que j'avais élevée dans les valeurs du travail et de la simplicité, se présentait maintenant comme une princesse vivant dans le luxe. Mais d'où venait tout cet argent? J'avais fait le calcul précis. Comme graphiste dans une agence moyenne du 11e arrondissement, Camille gagnait 4 200 € bruts par mois, soit environ 3 200 € net après impôts et charges sociales. Son appartement dans le 18e arrondissement, un 2 pièces de 45 mètres carrés près du Sacré-Cœur, lui coûtait 1 400 € de loyer mensuel. Après le transport, passe Navigo à 75 €, l'assurance, l'électricité, le téléphone, il lui restait au maximum 1 500 € par mois pour vivre. Comment peut-on s'offrir des week-ends à 800 € et des sacs à main à 2 000 € avec 1 500 € de budget mensuel? C'était mathématiquement impossible.
La réponse était évidente, Julien finançait ce train de vie. Mais avec quel argent? Un associé junior dans une micro-agence fictive ne pouvait pas avoir de tels revenus. Sauf si l'argent venait d'ailleurs. D'activités moins légales. Ma fille était devenue, sans s'en rendre compte, la complice d'un système de blanchiment d'argent. Elle était l'alibi parfait, la jolie petite amie qui dépense sans compter, qui justifie les flux financiers suspects par son mode de vie de luxe. J'étais horrifié. Et en colère. Une colère froide, implacable, qui montait en moi comme une marée noire. La réponse vint une semaine plus tard, quand Claude appela. « Pierre, assieds-toi. J'ai des informations intéressantes. » Je m'assis dans mon vieux fauteuil, le même dans lequel j'avais tenu Sylvie en mourant. Julien Monclerc n'est pas aussi riche qu'il le prétend. Sa famille a de l'argent, oui, mais lui n'en a pas. Il a été viré de l'entreprise familiale il y a 2 ans, pour détournement de fonds. Officiellement, c'était un désaccord, mais ma source à la police dit autre chose. Mon cœur commença à battre plus vite. En plus, il a des dettes. Des dettes importantes. Des dettes de jeu dans un casino privé à Cannes. Environ 400 000 €. Des dettes de jeu, répétai-je. Oui. Et voici où ça devient intéressant. Son agence de communication appartient en fait à une société liée à des oligarques russes. Soupçon de blanchiment d'argent. La police financière enquête depuis des mois. Le monde autour de moi commença à tourner. Ce n'est pas tout, continua Claude. Camille ne sait rien de cela. Du moins pas tout. Mais Julien lui a dit qu'ils avaient besoin de capital urgent pour un projet d'investissement. Ta maison de plage doit servir de garantie pour un prêt. Comme garantie. Oui. Ma source à la Société Générale dit que Julien a déjà eu des discussions. Il veut hypothéquer la maison pour 800 000 € pour payer ses dettes. Mais pas seulement les dettes de jeu. Il veut aussi quitter la France. Il y a des rumeurs sur une inculpation pour blanchiment d'argent. Je restais assis là, essayant de comprendre ce que Claude me disait. Ma fille avait épousé un criminel. Un homme qui l'utilisait pour avoir accès à ma propriété. Un homme qui prévoyait de fuir et la laisserait probablement derrière. Claude, dis-je finalement, peux-tu me procurer des preuves? C'est déjà en cours. Je t'envoie demain un rapport avec tous les documents. Relevé bancaire, rapport de police, photo du casino. Tout est béton. Et qu'en est-il de Camille? À quel point est-elle impliquée? D'après tout ce que j'ai pu découvrir, elle ne sait rien. Julien lui a dit qu'il était investisseur. Qu'il investissait dans l'immobilier et les startups. Elle croit qu'il a du succès. Mais les cadeaux coûteux. Les voyages de luxe? Tout financé à crédit. Julien a maxé 12 cartes de crédit différentes. Au total, environ 200 000 € de dettes. Plus les 400 000 € du casino. Il est au bord de la ruine financière. Après ma conversation avec Claude, tout était clair. Camille n'était pas méchante ou cupide. Elle était une victime. Julien l'avait manipulée, lui avait présenté un faux monde, l'avait monté contre moi pour obtenir ma maison. Mais cela ne changeait rien au fait qu'elle m'avait exclu de son mariage. Qu'elle m'avait traité comme si j'étais sans importance. Qu'elle avait été prête à sacrifier notre relation pour un homme qu'elle connaissait à peine. Je passai le reste de la semaine à étudier le rapport de Claude. Tout y était. Les documents bancaires prouvant ses dettes. Les rapports de police sur les enquêtes contre son agence de communication. Même des photos de lui au casino de Cannes, assis à la table de roulette, faisant des mises importantes. Les photos montraient un Julien différent de celui que je connaissais. Un homme désespéré aux mains moites et aux yeux vitreux. Un joueur compulsif qui risquait tout. Le samedi, Camille rappela. « Salut papa. As-tu réfléchi à la maison de plage? » Sa voix sonnait joyeuse et innocente.
Elle n'avait aucune idée que je connaissais la vérité sur son mari. Oui, dis-je. J'ai beaucoup réfléchi. Et alors? Pouvons-nous commencer avec les papiers? L'avocat de Julien pourrait préparer l'acte de transfert dès la semaine prochaine. L'avocat de Julien. Bien sûr qu'il avait un avocat prêt. Camille, je voudrais te demander quelque chose. Que sais-tu de la situation financière de Julien? Une pause. Que veux-tu dire? Je veux dire, d'où vient l'argent pour le voyage aux Maldives? Pour la bague coûteuse? Pour toutes les choses que vous vous offrez. Julien travaille très dur. Il a beaucoup de succès. Et sa famille aide parfois. Sa famille aide-t-elle aussi avec ses dettes de jeu? Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Je pouvais entendre sa respiration lourde. Papa, de quoi parles-tu? Camille, ton mari a 400 000 € de dette dans un casino privé à Cannes. Son agence de communication fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Il a été viré de l'entreprise familiale pour détournement de fonds. Et maintenant il veut utiliser ma maison comme garantie pour un prêt pour payer ses dettes et quitter la France. Ce n'est pas vrai. Sa voix tremblait. Qui t'a dit ça? Peu importe. C'est la vérité. Et tu le sais au fond de ton cœur. Papa, même si quelque chose de cela est vrai, Julien peut changer. Il m'aime. Il ne me mentirait jamais ni ne me ferait du mal. Camille, il t'utilise. Il nous utilise tous les deux. Pourquoi penses-tu qu'il t'a convaincu de ne pas m'inviter au mariage? C'était différent. C'était compliqué. Non, Camille. C'était simple. Il ne voulait pas que je sois là parce qu'il savait que je poserais des questions. Que je pourrais découvrir la vérité. Il t'a isolé pour avoir les mains libres. Ce n'est pas vrai. Maintenant elle criait. Tu n'as jamais donné sa chance à Julien. Tu as toujours été jaloux parce que je suis heureuse. Tu ne veux pas que je sois heureuse. Jaloux? Ma voix devint glaciale. Camille, je n'étais même pas à ton mariage. Comment puis-je être jaloux d'une vie dont je suis exclu? Si tu ne me crois pas, dis-je calmement, alors demande à Julien toi-même. Demande-lui pour le casino à Cannes. Demande-lui pour l'enquête de police pour blanchiment d'argent. Demande-lui pourquoi il veut vraiment ma maison. Et demande-lui s'il prévoit de quitter la France. Elle raccrocha. Je n'étais pas surpris. Mais j'étais déterminé. Le lundi, j'appelai mon avocat. Monsieur Dubois, dit Maître Lefebvre après que je lui eus tout raconté. C'est une situation difficile. Mais vous avez raison d'être prudent. Je veux transformer la maison en fondation, dis-je. Une fondation caritative pour les familles dans le besoin. Camille peut toujours utiliser la maison, mais elle ne m'appartient plus. C'est une solution intéressante. Mais êtes-vous sûr? C'est irréversible. J'en suis sûr. Les 2 semaines suivantes, Maître Lefebvre travailla sur les papiers. Pendant ce temps, je n'entendis rien de Camille. Mais Claude appela. Pierre, tu devrais savoir ça. Julien a loué un appartement en Suisse. Pour 6 mois. Il prévoit vraiment de disparaître. Mon cœur se brisa pour Camille, mais je n'étais pas surpris. Le vendredi 21 avril, tous les papiers étaient prêts. La maison de plage appartenait maintenant à la Fondation Pierre et Sylvie Dubois pour les familles en détresse. J'étais l'administrateur, mais la propriété appartenait à la Fondation. Ce soir-là, on sonna à ma porte. C'était Camille. Elle avait l'air fatiguée, les yeux rougis. « Papa, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler? » Je la laissai entrer. Nous nous assîmes dans le salon, pas dans la cuisine. C'était une conversation sérieuse. Tu avais raison, dit-elle finalement. Julien. Julien ne m'a pas tout dit. J'attendis. Je l'ai confronté. À propos de ce que tu as dit.
Il a essayé de nier, mais alors j'ai trouvé des documents dans son bureau. Les dettes sont réelles. L'enquête de police aussi. Et que vas-tu faire? Je ne sais pas. Elle commença à pleurer. Je l'aime, papa. Mais je ne crois pas qu'il m'aime. Je crois que tu avais raison. Il m'utilise. Cela me brisait le cœur de voir ma fille comme ça. Mais j'étais aussi soulagé. Elle avait finalement reconnu la vérité. Camille, dis-je doucement, il n'est pas trop tard. Tu peux mettre fin à ce mariage. Tu peux recommencer. Mais j'ai fait tant d'erreurs. Le mariage, j'aurais dû t'inviter. Je voulais t'inviter, mais Julien a dit. Qu'a-t-il dit? Il a dit que tu gâcherais l'ambiance. Que tu étais trop vieux et trop simple pour ses amis. Que ce serait embarrassant. Les mots me frappèrent, mais je n'étais pas surpris. Et la maison de plage? Il a dit que c'était juste. Que tu étais vieux et que tu n'en avais pas besoin. Que nous étions jeunes et pouvions l'utiliser. Mais maintenant je comprends, il la voulait seulement comme garantie pour ses dettes. Je sortis l'enveloppe avec les papiers de la fondation. Camille, dis-je, la maison de plage ne m'appartient plus. Ses yeux s'élargirent. Que veux-tu dire? Je l'ai transformée en fondation. Elle appartient maintenant à la Fondation Pierre et Sylvie Dubois pour les familles en détresse. Elle me fixa. Tu l'as donnée? Oui. Julien ne peut pas l'utiliser comme garantie. Personne ne peut la vendre ou l'hypothéquer. Elle aidera pour toujours les familles qui ont besoin d'aide. Papa. Elle semblait ne pas comprendre. Tu peux toujours l'utiliser, dis-je. Mais seulement toi. Pas Julien. Et seulement si tu le quittes. Elle me regarda longuement. Tu as tout planifié. J'ai réagi à la vérité. Et si je ne le quitte pas? Si j'essaie de sauver le mariage? Alors tu auras pris ta décision. Mais la maison de plage n'en fera pas partie. Elle se leva et alla à la fenêtre. Dehors, il pleuvait, la pluie typique d'avril à Lyon. Il veut déménager à Zurich, dit-elle finalement. Il dit qu'il y a de meilleures opportunités d'affaires là-bas. Et que dis-tu? Je dis que toute ma vie est en France. Mon travail. Mes amis. Mon père. Elle se tourna vers moi. Papa, je suis tellement désolé. Pour tout. Pour le mariage. Pour ce que je t'ai dit. Pour la façon dont je t'ai traité. Camille. Non, laisse-moi dire ça. Tu as toujours été là pour moi. Après la mort de maman. À l'école. À l'université. Tu as tout sacrifié pour moi, et je l'ai pris pour acquis. Tu étais mon enfant. C'était mon devoir. Mais je suis adulte maintenant. Et je t'ai traité comme si tu n'étais pas important. Comme si tu n'étais là que pour m'aider quand j'avais besoin de quelque chose. Elle vint vers moi et s'agenouilla à côté de mon fauteuil. Peux-tu me pardonner? Je regardai dans ses yeux, les mêmes yeux bruns que sa mère. Plein de remords et d'amour. Camille, dis-je en posant ma main sur sa joue, tu es ma fille. Bien sûr que je te pardonne. Elle recommença à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. Que dois-je faire avec Julien? Tu dois décider. Mais je te conseille, prends la décision basée sur la vérité, pas sur les illusions. Le lendemain matin, elle appela. Papa, j'ai dit à Julien que je n'irais pas à Zurich. Et je lui ai dit que je savais pour ses dettes. Comment a-t-il réagi? D'abord, il était en colère. Puis il a essayé d'expliquer. Il a dit que c'était juste des problèmes temporaires. Que son père l'aiderait. Mais alors? Elle hésita. Quoi alors? Alors je lui ai demandé s'il m'aimait moi ou la maison de plage. Et il n'a pas pu me regarder dans les yeux. 3 jours plus tard, Camille revint chez moi.
Cette fois, elle apportait 2 valises. Je l'ai quittée, dit-elle simplement. Puis-je dormir ici jusqu'à ce que je trouve un nouvel appartement? C'est toujours ta maison, dis-je. Les semaines suivantes furent difficiles pour elle. Le divorce était compliqué parce que Julien prétendait avoir droit à la moitié de tout ce que Camille possédait. Mais Maître Lefebvre nous aida à prouver que le mariage avait été contracté sous de fausses prétentions. Julien disparut effectivement à Zurich, seulement 2 jours avant que la police n'émette un mandat d'arrêt contre lui. Nous n'entendîmes plus jamais parler de lui. Camille trouva un bel appartement près de chez moi. Pas trop près, mais assez près pour que nous puissions nous voir régulièrement. Elle recommença à travailler comme graphiste freelance et se reconstruisit lentement une nouvelle vie. 1 an plus tard, nous étions assis ensemble sur la plage à Saint-Tropez. La Fondation Pierre et Sylvie Dubois avait transformé la maison en refuge pour mères célibataires. Camille et moi y passions un week-end comme bénévoles. « Papa, dit Camille en regardant le coucher de soleil, penses-tu que maman serait fière de nous? » Je regardai la mère, je pense qu'elle serait fière que tu aies eu le courage d'accepter la vérité. Et que tu aies été assez forte pour recommencer. Et de toi? Es-tu fière de ce que tu as fait? C'était une bonne question. Étais-je fier d'avoir mis ma propre fille dans une situation où elle devait choisir entre moi et son mari? Je suis fier de t'avoir aidé à reconnaître la vérité, dis-je finalement. Même si ça faisait mal. Elle s'appuya contre mon épaule. J'aurais dû t'inviter à mon mariage. C'était une autre Camille, dis-je. Une Camille qui était manipulée par quelqu'un. La Camille qui est assise ici aujourd'hui ne ferait jamais ça. Si je me remarie, dit-elle en souriant, tu me conduiras à l'hôtel? Seulement si l'homme est assez bien pour ma fille. Et comment saurai-je s'il est assez bien? C'est simple, dis-je. S'il t'aime, il respectera aussi ton père. S'il ne veut que toi, il essaiera de te séparer de ta famille. Nous restâmes assis là dans un accord silencieux, regardant les vagues rouler sur la plage. La mer était calme, presque aussi calme que mon cœur. 2 ans se sont écoulés depuis. Camille est heureuse à nouveau. Elle a rencontré un nouveau partenaire, un architecte nommé Antoine, qui me respecte vraiment et aime passer du temps avec moi. Il me demande conseil, écoute mes histoires et me traite comme un être humain, pas comme un obstacle. La Fondation aide maintenant 15 familles par an. La maison de plage est toujours occupée par des mères et des enfants qui ont besoin d'un endroit sûr pour recommencer. Camille et moi y allons chaque mois pour aider à l'entretien. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si j'avais simplement cédé. Si j'avais donné la maison à Camille sans poser de questions. Julien l'aurait utilisée comme garantie, aurait quand même disparu, et Camille se serait retrouvée avec rien. Pire encore, elle n'aurait jamais appris la vérité sur son mari. Au lieu de cela, elle a appris que l'amour ne signifie pas tout accepter. Que le respect est plus important que la passion. Que la famille ne signifie pas seulement les liens du sang, mais les personnes qui sont là les unes pour les autres, surtout dans les moments difficiles. La semaine dernière, elle m'a appelé. Papa, Antoine et moi pensons aux fiançailles. Et? Je voulais te demander, l'aiderais-tu à choisir la bague? Il voudrait avoir ta bénédiction avant de me faire sa demande. Je devais sourire. Bien sûr. Et papa? Si nous nous marions, ce sera une grande célébration. Avec tous nos amis et la famille. Et tu seras l'invité le plus important. L'invité le plus important. Oui. Parce que tu es celui qui m'a élevé. Qui m'a appris ce que l'amour signifie vraiment. Même si je l'avais oublié entre-temps. Quand j'ai raccroché, j'ai pensé à Sylvie. Elle aurait voulu que Camille soit heureuse. Mais elle aurait aussi voulu que notre fille soit assez forte pour prendre les bonnes décisions. Parfois, le plus grand acte d'amour d'un père n'est pas de donner, mais de refuser. Pas de céder, mais de tenir bon. Pas de permettre les erreurs, mais d'aider à reconnaître la vérité. Camille avait raison, je n'étais pas seulement un nom sur un acte.
J'étais son père. Et un père protège ses enfants, même d'eux-mêmes. La maison de plage ne m'appartient plus, mais elle remplit un but plus grand que tous les désirs personnels. Sylvie aurait aimé ça. Elle avait toujours été celle qui aidait les autres. Et Camille? Camille a appris que le vrai amour n'est pas aveugle. Il voit clairement. Il reconnaît la vérité. Et il est assez fort pour prendre des décisions difficiles. C'est la meilleure chose qu'un père puisse enseigner à sa fille. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous comprenez que le vrai amour signifie parfois dire non, alors laissez un like. Partagez dans les commentaires vos propres expériences avec des situations familiales difficiles, votre histoire pourrait aider d'autres personnes. Votre soutien signifie tout pour moi.